Quand j'étais plus jeune, j'adorais les mangas. Dès que j'en avais l'occasion, j'en lisais. Je trouvais toujours la bonne excuse pour en discuter avec mon entourage, et j'attendais les jours de sortie des nouveaux tomes des séries que je suivais comme si c'était des Noëls qui tombaient tous les 3 mois. Cela ne s'est pas arrêté depuis le jour où je me suis lancé dans cette passion, et cela a duré pendant des années. Mais un jour, ça s'est terminé. Oui, un jour, j'ai arrêté d'aimer les mangas. Car un jour, je me suis mis à aimer le manga. Le manga avec un grand thème. La culture, l'histoire, l'art qu'est le manga. Et ce jour-là, tout a changé pour moi. Là où avant je n'allais que vers des séries qui avaient le potentiel de me plaire au vu de leur synopsis, j'ai commencé à m'intéresser à des œuvres qui, à première vue, ne me parlaient pas. Des œuvres qui avaient des styles graphiques auxquels j'étais réticent au premier coup d'œil. Mais aussi des œuvres de grands noms du manga pour découvrir cette culture qui, à l'époque, m'était encore presque inconnue. Mon rapport avec le média a donc doucement changé au fur et à mesure de mes nouvelles lectures, et au milieu de toutes les merveilleuses séries que j'ai pu lire ainsi, il y en a une qui a été un tournant dans mon expérience de lecteur. Le premier manga que j'ai lu uniquement à cause du nom de son auteur. Auteur dont j'avais entendu maintes fois parler, bien que je ne connaissais pas directement ses œuvres, mais que j'avais envie, non, que je me devais de découvrir. Cet auteur était nul autre que le grand Osamu Tezuka. Donc Osamu Tezuka, c'est un gros morceau qu'on aborde aujourd'hui. Au cas où vous l'ignorez, ce grand monsieur est juste la figure la plus importante de l'histoire du manga. Et c'est peu dire. Aujourd'hui connu et reconnu comme étant le dieu du manga, il est l'homme qui a créé les premières grandes œuvres à succès dans ce média. L'homme qui a fait passer ce loisir au statut d'art, une véritable légende vivante. Plus de 700 mangas, plus de 150 000 planches, plus de 70 animés, dans un milieu où il a réinventé l'animation pour faire en sorte qu'elle soit celle qu'on connaît aujourd'hui. Tezuka est un auteur au sens premier du terme, né à la fin des années 20 à Osaka, qui va connaître la Seconde Guerre mondiale dès son plus jeune âge, où il vivra dans la crainte des raids aériens, et où il se fera enrôler pour participer à l'effort de guerre, et qui, une fois celle-ci terminée, va en parallèle de sa passion pour le dessin, poursuivre et achever des études de médecine. Beaucoup de choses qu'il va vivre très jeune et qui vont grandement influencer ses œuvres, au travers desquelles il ne cessera d'exprimer son point de vue sur le monde et la société, tout en partageant son humanisme bien connu. D'une carrière débutant sur ses bases, il donnera naissance à une pléthore d'œuvres dont nous comptons parmi elles du chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre, du gros chef-d'œuvre et du monstrueusement culte. Tezuka touchera à tous les genres au cours de sa vie, son style évoluera au fil des années, ce qui réinventera la bande dessinée japonaise de l'époque et marquera de nombreux auteurs, et ce jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle en 1989. En fait, Tezuka a tellement fait que ce serait un euphémisme de le traiter de génie. Quand on écoute le récit de sa vie, on a l'impression qu'il en a vécu des dizaines. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver un artiste qui a autant fait, produit et impacté son média que lui. Tezuka était un grand homme qui nous a laissé un nombre d'œuvres incroyables sans égal. Et justement, avec les mangas Sky, quand je parle d'un auteur aussi important, j'essaye d'en apprendre au maximum sur ce dernier pour arriver à le présenter, lui comme son travail, au mieux en une seule vidéo. Mais dans le cas de Tezuka, c'est juste impossible. L'homme est derrière tellement d'œuvres importantes que c'est impossible de le connaître dans son entièreté. Bien qu'avec les années j'ai pu découvrir une partie d'entre elles, si ça se trouve, je n'ai aujourd'hui qu'effleuré qu'une petite couche de tout ce qu'il a fait. Il me serait donc bien malvenu d'essayer de compiler tout ce qu'était Tezuka en une seule vidéo au travers d'un seul de ses mangas. Et si j'essayais, je suis presque sûr de m'attirer les foudres de ceux qui connaissent certains de ses mangas qui me sont encore inconnus. D'ailleurs, il y a fort à parier que vu certains de ses titres, je trouve encore l'occasion de parler de certains d'entre eux dans le futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, je souhaite plutôt m'adresser à ceux parmi vous qui ne connaissent pas Tezuka, pour vous donner envie de vous intéresser à cet auteur qui n'était pas seulement important, mais aussi brillant. Même si sur les 11 000 abonnés de cette chaîne, je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous qui se sont déjà aventurés dans l'œuvre du maître, je suis sûr également qu'il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas du tout. Donc pour cela, je vous propose comme porte d'entrée le manga avec lequel j'ai personnellement découvert ce grand homme. Ce fameux manga que je mentionnais plus tôt et qui a été un choc à ma première lecture. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de l'histoire des Trois Adolphes. L'histoire des Trois Adolphes est donc un manga d'Osamu Tezuka compilé en 4 tomes ayant débuté en 1983 pour s'arrêter en 1985. Il a été prépublié dans le magazine Shuken Bunshun au Japon, qui n'est pas un magazine de prépublication de manga mais d'œuvres littéraires. En France, le manga a eu 3 éditions, une première chez Tonkam, une seconde chez France Loisirs, et une dernière compilée en 2 tomes chez Delcourt Tonkam, édition toujours disponible au passage. L'histoire débute en 1936 à Berlin. Soa Itoge est un reporter japonais envoyé pour couvrir les Jeux Olympiques de l'époque. Il va alors recevoir un coup de fil de son jeune frère qui fait des études en Allemagne. Celui-ci va lui dire qu'il a des documents capitaux à lui remettre. Des documents si importants qu'il pourraient faire chuter le régime nazi et Hitler.
Cependant, il retrouve son frère mort avant d'avoir pu les recevoir. De là va débuter pour Toge une chasse pour retrouver ces fameux documents. Chasse qui va confronter son destin à celui de 3 hommes qui ont tous pour similitude de s'appeler Adolf. Le premier étant bien évidemment Adolf Hitler, chancelier d'Allemagne à l'époque qui se prépare à une guerre qu'il va lui-même déclencher. Le second est Adolf Kaufmann, fils d'un haut gradé nazi et d'une mère japonaise qui vit au Japon à Kobe. Le dernier est Adolf Kamil, le meilleur ami d'Adolf Kaufmann, qui de son côté est juif. Nous verrons alors l'évolution de ces 3 Adolf jusqu'à la fin de leur vie. Évolution qui, comme vous vous en doutez sûrement, feront s'opposer certains d'entre eux dans des luttes sans merci. L'histoire des 3 Adolf est donc un manga qui a pour sujets principaux la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi et l'Holocauste. Des sujets qui touchent particulièrement Tezuka, car comme je vous l'ai dit plus tôt, il a connu la guerre, pas directement sur les champs de bataille, mais de l'arrière. Ainsi, le manga va nous faire suivre non pas des soldats qui iront combattre ou des hommes politiques, mais des gens normaux, dont la plupart qui vont continuer leur vie dans cette période tendue, la seule exception à cela étant Hitler. Le manga va, au milieu de ce cadre complètement réaliste, avancer une intrigue totalement fantasque. Et si Hitler avait du sang juif? Et si ses ennemis étaient au courant et avaient des preuves de cela? Ces preuves qui seront les enjeux de l'histoire. Mais de l'histoire avec un petit h, prise dans l'histoire avec un grand H qui nous sera racontée au fur de la progression du récit. Tezuka arrive à parfaitement allier cette histoire purement fictive avec les véritables faits que nous connaissons aujourd'hui. Les mauvaises langues me diront sûrement que cette intrigue a des goûts de théorie du complot, faite uniquement pour faire plaisir à des gens qui croient qu'on nous ment en permanence, et qui pensent que la réalité telle que racontée dans les livres d'histoire est complètement fausse. Pourtant, la question des origines juives d'Hitler est quelque chose qui a vraiment été étudié suite à des affirmations de nazis de l'époque, ce qui bien évidemment s'est avéré être faux. Ça ne se base pas sur rien, mais je comprends qu'on puisse douter vu à quel point Tezuka arrive à nous raconter son intrigue naturellement. Et surtout, cette base est utilisée non pas pour essayer de réécrire l'histoire avec un grand H, mais bien pour servir celle que nous conte Tezuka. Il a toujours admis qu'il trouvait juste cette base intéressante pour les choses qu'il voulait développer. Et ces fameuses choses sont nombreuses, ce manga s'intéresse et développe tellement de sujets sur une si vaste période que c'est assez difficile d'en parler. Parce qu'en soi, le manga est tellement complet et passe tellement son temps à se faire des échos qu'il est difficile d'aborder l'un d'eux sans en mentionner un autre avant, lui-même dont on ne peut pas parler si on n'a pas abordé le premier au préalable. Autant le dire, c'est particulièrement difficile de parler de ce manga de manière ordonnée, du coup je vais être obligé de revenir plusieurs fois sur ce que je vais dire pour être le plus complet possible. Mais bon, comme il faut bien rentrer dans le vif du sujet, le mieux est sûrement de commencer à parler de ce qui est la base du manga, les fameux 3 Adolf, et surtout celui qui s'avère être sa plus grande réussite, Adolf Kaufmann. Il est très clairement le personnage avec l'évolution la plus marquée, et représente très bien tous les thèmes abordés par le manga. En fait, on peut carrément le considérer comme étant le personnage principal, bien plus que les 2 autres Adolf et que Toge. Nous le suivons dès son enfance, à une époque où il résonne encore avec toute sa simplicité enfantine. Pour Adolf, les préjugés n'ont pas lieu d'être. Dès les premières pages qui nous l'introduisent, c'est même lui qui en est le plus victime. Il considère Adolf Kamil comme son meilleur ami, et n'a que faire des interdictions de le voir que lui imposent leurs parents. Pourtant, il va être éduqué et façonné par cette époque en crise et par des personnes qui veulent qu'il adhère aux visions détestables auxquelles eux-mêmes sont réceptives. A commencer par son père qui va tout faire pour l'envoyer en Allemagne faire les jeunesses hitlériennes, ce contre quoi il va lutter pour au final être littéralement capturé par des personnes qu'il méprise afin qu'il puisse leur ressembler. De là, nous suivrons sa douce chute aux enfers dans le pire de ce qu'a pu être le nazisme, abandonnant petit à petit tout ce en quoi il croyait pour devenir un monstre froid, calculateur, absolu, borné, manipulable par la figure qu'est Hitler. On verra alors l'amitié qu'il partage avec l'autre Adolf s'effriter sans même qu'il ne s'en rende compte, alors que l'un comme l'autre continueront à croire en celle-ci, pour finalement devenir les pires ennemis qui puissent exister. Autant le dire clairement, Adolf Kaufmann va devenir un personnage juste horrible, immonde, qui va commettre les pires saloperies, le sourire aux lèvres, tout en se croyant dans son bon droit. Mais comme je le disais, c'est un personnage dont Tezuka va se servir pour aborder plusieurs sujets qu'il va disperser partout dans ce manga. Le premier d'entre eux étant bien sûr, les préjugés. D'une part, ceux imposés par ses parents. Son père étant nazi, il voudra absolument que son fils évite les juifs, et notamment Adolf Kamil qui est la personne qu'il fréquente le plus. Et pourtant, en partageant le point de vue de personnages enfants, Tezuka va montrer qu'en soi, ces préjugés ne sont que des préoccupations d'adultes, vu que malgré leur différence de religion, les 2 Adolf ne voient pas de différence hormis physique entre eux. Ce qui est d'autant plus poussé par le fait qu'ils reçoivent tous 2 des brimades d'enfants japonais, du fait qu'ils sont blancs et en infériorité numérique. Quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs moments. La haine raciale sur des personnes en minorité et en position de faiblesse étant courante dans le récit. Que ce soit au moment où Adolf Kaufmann sera moqué en Allemagne du fait qu'il ait une mère japonaise, des maltraitances qu'on fait subir des soldats japonais au peuple chinois durant la guerre sino-japonaise, ou même quand Adolf Kamil se fera frapper parce que des soldats japonais l'auront pris pour un américain juste du fait qu'il soit blanc, alors qu'il s'en défendait. Mais la question des préjugés ira bien au-delà, en abordant aussi la question des différences de classe et d'opinion.
Parce que là où le père d'Adolf Kaufmann ne veut pas qu'il fréquente Camille par souci de religion, sa mère l'en interdit parce qu'il est d'une classe sociale inférieure, et par conséquent selon elle, un voyou. Pareil, cette façon de traiter le sujet sera présente tout le long de l'histoire. Que ce soit par des personnages qui iront jusqu'à rejeter des membres de leur famille parce que l'une d'entre elles aura fait le choix de devenir une geisha, un déshonneur soi-disant en vue de leur classe sociale, et une autre parce qu'elle sera suspectée d'être communiste, ce qui amènerait le rejet de tous si ça venait à se savoir, quand bien même ce serait faux. Et évidemment, il y aura tous les préjugés entre les juifs et les nazis, qui sont quelquefois abordés avec pas mal d'intelligence. Par exemple, tôt dans le manga, le jeune Adolf Kaufmann se fera jeter de chez les Camille parce qu'il est fils de nazis, et qu'au vu des actions antisémites de ces derniers, ils ne peuvent que le haïr. Pourtant, à ce stade de l'histoire, Adolf n'a rien contre les juifs, bien au contraire. Pour éviter les jeunesses hitlériennes, il est même prêt à commettre des délits, s'enfuir, et l'idée est même mentionnée de le convertir au judaïsme. Bien sûr, avec tout ça, Tezuka dénonce les haines basées sur les différences quelles qu'elles soient. C'est au travers du personnage du jeune Adolf Kaufmann, métis n'ayant donc rien contre les japonais bien que blanc, fils de nazi mais meilleur ami d'un juif, que le maître montre une manière plus raisonnable de voir et d'accepter les différences. Pourtant, le parcours d'Adolf pour devenir un parfait cadre SS amènera à une conclusion tout autre du point de vue du personnage. Et c'est là que je trouve l'idée des origines juives d'Hitler absolument brillante. Parce qu'Hitler et Adolf Kaufmann se retrouvent au travers d'une idée, ce mal-être profond du fait de ne pas être un sang pur entre guillemets. Dans le cas d'Hitler, ça se traduit par de la folie au sens propre du terme. Dans le manga, Hitler est un personnage aussi effrayant que pathétique. Ne pouvant pas garder son calme plus de 2 cases, en permanence dans la surexpression, dans la joie comme dans la colère, représenté faisant toujours de grands gestes le déformant, le trait de Tezuka facilitant cela, qui, plus il avance dans sa folie et sa défaite, n'a plus aucune conscience du réel, ne trouvant la paix qu'aux côtés d'Eva Braun, sa compagne. Pour le cas d'Adolf Kaufmann, alors qu'il va de plus en plus adhérer au nazisme, il va vouloir embrasser son côté allemand et rejeter son sang japonais, ce qui va le détruire à petit feu et le faire tomber dans la même folie que son idole, à qui pourtant, il pardonne malgré lui ses origines. Ainsi, le manga montre le paradoxe de la situation. Les plus grands monstres de l'histoire attachés à une identité unique et à un sang pur sont en fait des individus cosmopolites, et rejeter ce cosmopolitisme pour des raisons absurdes les tend à devenir des êtres infâmes. Je l'ai dit plus tôt, mais Tezuka était un grand humaniste qui vouait de l'affection pour tout être vivant. Et c'est justement en montrant des personnages se refermer sur un nationalisme aveugle basé sur le rejet qu'il nous expose comment les hommes tombent dans la folie et la haine. Oui, Tezuka critique énormément le nationalisme et le patriotisme aveugle basé sur la violence, et pas que pour les personnages allemands, mais aussi et surtout pour les japonais, dont il rappellera continuellement les crimes qu'ils ont pu commettre. Malgré ça, on le sent particulièrement attaché à son pays. Il nous montrera à de nombreuses reprises l'affection qu'il lui porte, par exemple en faisant un développement parallèle entre Adolf Kaufmann et sa mère Yukie. Quand le premier tombera dans un nationalisme allemand qui le détruira intérieurement du fait de son sang japonais, il montrera sa mère, quant à elle devenue allemande, retourner à sa nationalité japonaise pour retrouver une vie plus saine que celle qu'elle avait vécue jusque-là. Cependant, Tezuka ne mettra pas en avant le bon amour de la patrie uniquement pour les personnages japonais. Cela se poursuit quand il aborde la question des discriminations du point de vue des personnages juifs, où ceux-ci regretteront à plusieurs reprises de ne pas avoir un pays qui soit le leur et où ils ne seront pas persécutés. Chose qui sera montrée d'un point de vue empathique, mais pas naïve au vu de la conclusion de son récit. Au-delà de tout ce que raconte la folie d'Hitler et de Kaufmann, cela permet aussi au manga de les traiter non pas comme des figures, mais comme des personnages humains, emplis de doutes, de sentiments, et pour certains de remises en question. C'est quelque chose qui sera présent pour la totalité des personnages du manga. Chacun d'entre eux fera preuve à un moment dans l'intrigue de sentiments primaires, aussi bien de l'amour que de la haine, qu'en tant que lecteur, on pourra trouver compréhensible. Tout cela pour les humaniser et les empêcher d'être unidimensionnels. Ainsi, plusieurs des protagonistes que nous suivons iront jusqu'à commettre des actes atroces, soit en se pensant légitimes, soit parce que l'histoire les aura poussés à bout, et que cela sera pour eux comme des exutoires. Par exemple, cas qui apparaît assez tôt dans le manga, Toge va se faire pourchasser, malmener et torturer par la Gestapo et la police japonaise. Toge nous est présenté à plusieurs moments comme étant un bon gars, une personne qui n'a jamais eu de mauvaises intentions, juste fidèle à ses principes et à la mémoire de son frère. Pourtant, lui-même va craquer quand il se retrouvera en position de force face à des personnes qui lui ont fait ou cautionné tout ce qu'il va subir. Ainsi, l'aspect monstrueux des personnages est bien plus nuancé, montrant que n'importe qui, même les gentils entre guillemets, peuvent devenir des monstres si tentés qu'on les pousse à bout. Et pour rester sur ce cas, c'est en s'écartant de l'aventure infernale dans laquelle il va être obligé de s'aventurer qu'il va retrouver une vie saine et sa bonté naturelle. Pourtant, certains personnages continueront à le traquer au vu des horreurs qu'il aura pu commettre. Cette pensée est également abordée dans l'autre sens, avec les personnages entre guillemets méchants. Un bon exemple est celui de Wolfgang Kaufmann, le père d'Adolf Kaufmann. Ce gars est une ordure, raciste, antisémite, froid, dominateur, qui n'hésite pas à dire à sa femme quand celle-ci s'oppose à lui que l'une des raisons pour lesquelles il l'a épousée, c'est parce qu'il pensait que les femmes japonaises étaient soumises à leur mari, qui deviendra presque un antagoniste pour son jeune fils.
mais qui dans des moments de faiblesse oubliera ses plus mauvais côtés pour revenir à des sentiments plus purs et plus honnêtes, pouvoir dire à sa famille qu'il les aime et vouloir le mieux pour eux, même si, comme vous pouvez vous en douter, ce ne sera pas forcément pour de bonnes conséquences. Ainsi, l'ensemble des personnages du manga se retrouve nuancé, aucun n'étant jamais montré comme étant foncièrement bon ou foncièrement mauvais, juste comme étant des personnages humains. Bien sûr, cette manière de les traiter se retranscrira aussi dans les relations, à commencer par celle entre Adolphe Kaufmann et Adolphe Camille. Tout le temps de leur séparation, ils vont l'un comme l'autre continuer à croire en leur amitié, sans se rendre compte qu'ils vont, chacun de leur côté, progressivement la briser. Encore une fois, Tezuka crée un paradoxe dans leur relation, ou plutôt une ironie dramatique, qui sera accentuée tout le long de leurs échanges au vu des demandes qu'ils se feront l'un à l'autre. D'ailleurs, ce côté ironique caractérise l'ensemble du manga, du fait que malgré la quête suivie pour les révélations des origines d'Hitler, son cadre réaliste nous fait comprendre que cela ne servira à rien au vu de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire avec un grand H. Mais au-delà de l'aspect nuancé des personnages, le manga va leur offrir une vraie évolution, crédible, qui se retranscrira aussi bien sur le fond que sur la forme, en créant une nouvelle fois plusieurs parallèles. Par exemple, parce que ce sera toujours plus clair ainsi, pour l'un des personnages, l'une des façons de le représenter sera par des scènes de sexe. Il y a un certain personnage qu'on verra à 2 reprises avoir des rapports sexuels dans le manga, et ceci représente très bien son évolution. Dans la première, le personnage est, sans s'en rendre compte, désapproprié de ce qu'il est, n'est pas heureux en tant que tel, et dans une relation qui lui fait concrètement du mal, et pourtant semble soumis à sa situation. La première scène nous le représente comme étant effrayé, dominé, dans un découpage parallèle montrant même que sa vie est en danger. Mais plus loin dans l'intrigue, le personnage se reconstruit, s'écoute enfin, se rend compte de l'aspect malsain de la relation qu'il avait alors, et en construit une nouvelle avec une personne qui le comprend et l'accepte pour ce qu'il veut être. À ce moment, la scène de sexe nous est montrée comme étant belle, les 2 personnages ne partageant qu'un seul sentiment, l'amour. Justement, c'est une autre chose qui va définir l'ensemble des personnages que nous allons suivre. Comme je vous le disais plus tôt, nous suivons des gens ordinaires, pas des soldats, pas des hommes et femmes politiques, à la seule exception d'Hitler, pas des personnes ayant un pouvoir important. Non, ce manga nous raconte l'histoire de ceux qui vivaient la guerre de l'arrière, comment ils continuaient leur vie alors qu'une menace bien plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer planait sur eux. On verra des amitiés se souder, des familles évoluer, des amours secrets, quelquefois grâce au conflit. Ce qui paradoxalement permettra à certains personnages de vivre leurs plus grands moments de bonheur durant cette horrible période. Ceux-ci qui leur seront, dans plusieurs cas, arrachés par ces événements bien plus grands qu'eux. Et on se rendra vite compte que pourtant, leurs préoccupations les plus intimes vont avoir des conséquences sur ce qu'ils sont et sur comment ils appréhendent la guerre. Comment le racisme, l'antisémitisme, les traumatismes arrivent à se créer et à se développer non pas uniquement à cause de conflits qui touchent des millions de champs, mais les personnages eux-mêmes et leurs proches. Car oui, même si les champs de bataille en eux-mêmes ne sont pas au cœur de l'intrigue, la guerre reste au centre de celle-ci et va affecter l'ensemble des personnages. Ainsi, Tezuka va nous montrer tout le long de son histoire son dégoût pour la chose. D'une part, en montrant que celle-ci naît, comme je le disais pour le cas d'Hitler et de Kaufmann, pour des raisons absurdes basées sur une haine non justifiée. Ensuite, parce qu'elle crée de nouvelles haines qui n'auraient jamais existé sans ça. Et surtout, pour son horreur en tant que telle. Parce qu'en soi, il ne va jamais s'intéresser aux causes réelles de la guerre à partir du moment où elle existe. Il s'en fiche s'il y a des raisons qui ont poussé à ce qu'elle arrive, il veut nous montrer que rien ne justifie l'horreur, et comme je le rappelle, il a ses raisons de penser ainsi. Tezuka a grandi à Osaka, a connu les bombardements durant son enfance, et a été particulièrement traumatisé par ceux-ci. Il retranscrit au travers de ses planches le chaos qu'il a connu, transformant un havre de paix en enfer. D'ailleurs, la plupart des faits et lieux à première vue fictifs du manga sont directement inspirés de ce qu'il a connu à l'époque. Au-delà de ça, il montre encore une fois, par des contrastes dans certains de ses dessins, que les plus belles créations de l'homme tombent face au conflit. D'ailleurs, profitons-en pour enfin aborder le dessin de Tezuka. Là aussi, il y a beaucoup à dire, on va donc revenir sur pas mal de choses que j'ai mentionnées, et en plus de parler du dessin, on va devoir traiter de la narration, duquel il est indissociable. Le style de Tezuka est directement inspiré des cartoons occidentaux, notamment ceux de Walt Disney dont il a toujours été un grand fan. Pourtant, même si en apparence ça n'a pas l'air, dans ses mangas les plus sombres, il a aggravé son trait pour pouvoir bien mieux retranscrire leur dureté. Les scènes de mort, de bombardement sont dessinées de manière assez crue, au plus proche du réel, pour montrer leur horreur, avec des plans tantôt larges, tantôt au plus proche des victimes, détaillant au maximum leurs expressions tant qu'elles sont encore en vie. Il n'y a pas que dans l'horreur que Tezuka arrive à saisir les émotions en dessin. Il retranscrit très bien toutes celles qui traversent ses personnages, aussi bien quand ils ressentent de la peur, de la haine ou de l'amour. Il saisit l'essentiel pour faire en sorte que nous puissions comprendre chacune d'entre elles au premier coup d'œil et les voir doucement évoluer. En même temps, il arrive à dessiner des visages froids, impassibles, qui de par une importance appuyée sur une page deviennent aussi terrifiants qu'une où Hitler déclare sa haine des juifs en se dandinant entre les cases. À côté des scènes au plus proches du réel, il y a aussi ces dessins plus gras, plus nerveux, qui peuvent par exemple illustrer une explosion vue de près à l'instant où une maison est sur le point de se faire détruire.
Tezuka varie également ses lieux, que ce soit les villes et les paysages, pour nous raconter aussi bien la grande histoire que les voyages de nos personnages. Dans ces cas, il reste dans le détail et va à chaque fois nous les exposer au maximum avant d'y faire évoluer ses personnages. Cependant, il laisse toujours de la place pour ses décors, pour, par exemple, exprimer par leur grandeur quand un personnage se retrouve dépourvu ou dans une situation de faiblesse. Parce que le dessin de Tezuka est symbolique, la détresse peut aussi bien s'exprimer par un personnage qui se réduit ou se fait écraser par ceux qui l'entourent, que par des distorsions et des pertes de perspective. L'un des moyens les plus utilisés par Tezuka dans ce manga pour appuyer son côté symbolique reste la gestion des noirs. Les noirs de Tezuka signifient énormément de choses différentes en fonction de la situation. Que ce soit une foule uniforme qui ne ressemble plus à des humains quand tous adhèrent aux idées d'Hitler, une masse grouillante réprimandant et écrasant un jeune Adolphe en blanc car celui-ci n'est pas assez antisémite, ce qui sera d'autant plus appuyé quand plus tard, une fois arrivé à l'apogée de son inhumanité, il aura lui-même un uniforme en noir. Des émotions négatives qui se font balayer quand un personnage clamera son amour alors qu'il ne l'assumait pas jusque-là, manifestées par un contraste avec un voile blanc qui entoure ce dernier, et qui va s'étouffer quand il reprendra son calme honteux de ce qu'il a pu dire. Je vais avoir l'air d'hyperboliser en disant ça, mais je pense sincèrement que pour lister l'ensemble des significations, il faudrait analyser chacune des pages. Et comme je le disais aussi plus tôt, au dessin s'accompagne la narration qui va se faire en fonction des points de vue. L'histoire principale se divise en plusieurs sous-intrigues, et en fonction de celle-ci, le manga va adopter le point de vue d'un personnage comme étant celui du narrateur. Ainsi, le mal, les craintes du personnage en question seront représentées au travers du dessin, quand bien même il n'en soit pas objectif. Ce sera par exemple le cas dès le début du manga avec le jeune Adolphe Kaufmann qui verra son père de manière menaçante quand il essaiera de lui faire avouer ce qu'il cache, pour le voir de manière plus empathique quand il n'aura plus peur de lui. Ce qui se poursuivra quand ses collègues voudront le forcer à aller aux jeunesses hitlériennes. Pareil pour Adolphe Camille, qui dans des moments où son père s'inquiétera pour lui et ses actions, le verra comme étant une crainte quand bien même ce n'est pas vraiment le cas. Ainsi, le manga joue avec nous. En partageant au travers du dessin uniquement les visions des personnages et non pas la réalité, il arrive à nous faire douter sur les menaces. Encore pour citer le cas d'Adolphe Camille, à un moment, quelqu'un lui dira qu'un personnage en qui il a confiance est en réalité un traître, ce qui va particulièrement le troubler. Alors ce fameux personnage nous sera montré comme étant potentiellement maléfique, quand bien même on sait que ce n'est pas le cas. Pour citer un autre exemple qui arrive tôt dans l'histoire, à un moment, un policier qui enquête sur un meurtre va être vu comme une figure menaçante par Yukie Kaufmann, uniquement parce qu'il soupçonne son mari. Pourtant, en restant un minimum objectif, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas, son enquête est complètement légitime. Cependant, cette vision ne se représentera pas uniquement au travers des autres personnages, mais aussi sur comment notre personnage narrateur se verra, en se représentant comme étant seul et perdu dans les cas où il se considérera comme tel. Ce qui se rejoint avec les techniques de dessin que j'ai mentionnées plus tôt. Et je le répète, mais cette utilisation est constante et nous donne presque à douter de ce qu'on voit. Le meilleur exemple reste quand Hitler parle de comment lui est venue sa haine des juifs, en décrivant celui qui est à l'origine de son dégoût de manière détestable, qui est sûrement juste son point de vue qu'il biaise. Passage d'autant plus renforcé par une scène qui le précède où en lisant Mein Kampf, Adolph Kaufmann aura l'impression d'être menacé par des juifs tout ce qu'il y a de plus caricaturaux au vu de sa lecture. Mais tout cela se joint à une autre chose dont je n'ai pas encore parlé concernant le dessin, le découpage, parce que Tezuka va aussi jouer avec notre façon d'appréhender son manga. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il va quelquefois donner un côté cinématique à son découpage pour capter les évolutions d'émotions des personnages, mais il va alterner ça à des découpages qui seront des successions d'actions, et parfois carrément de scènes. Des découpages très différents qui s'adaptent en fonction de ce qu'il nous raconte. Mais il va aussi jouer sur la taille des cases, leur forme, leur positionnement, leur artificialité quand des personnages s'extirperont d'elles sous le coup d'une forte émotion. Il va s'en servir pour retranscrire la folie et l'urgence de certaines scènes en les faisant s'affranchir des codes de la bande dessinée, donnant quelquefois des sens de lecture improbables. Une page où un personnage vient d'un endroit pour aller à un autre pour repartir aussitôt d'où il vient peut bien commencer en haut, pour aller en bas, pour retourner en haut. Aussi, Tezuka n'a pas besoin d'attendre ce genre de situation pour jouer avec son découpage, nous demandant quelquefois de ne pas interpréter ces pages comme une suite de cases, mais bien un ensemble à prendre d'un coup pour ce qu'il est. Par exemple, en faisant débuter la lecture de l'une d'elles par une case en haut à gauche, ou en nous forçant à interpréter des cases séparées comme étant des moments simultanés, presque à prendre comme un split screen au cinéma. Bref, au travers de la forme, Tezuka retranscrit parfaitement ce qu'il dit sur son fond. Il renforce ainsi les évolutions et les messages qu'il souhaite transmettre avec son manga, dont son fameux dégoût de la guerre. On y revient. Parce que oui, la haine de la guerre et ses conséquences vont prendre de nombreuses formes dans le manga, quelquefois assez subtiles. Au-delà des haines qui se créent à cause des différences, Tezuka montre aussi qu'elle divise des personnes pourtant semblables. On va le voir à plusieurs moments avec les personnages juifs du manga qui pour certains n'ont pas trop de problèmes à collaborer avec les nazis, ou d'autres qui essayent de créer des tensions chez ceux avec qui ils sont en désaccord, alors que pourtant ils sont tous dans le même bateau. Cela se poursuit lors des frappes américaines où les immigrés juifs du Japon maudiront les Américains du fait qu'ils font partie des dommages collatéraux de leurs attaques, alors qu'eux-mêmes comptent très sûrement des juifs parmi leurs rangs.
Ouais, vous me laissez finir cette partie et on parle du rapport de Tezuka à l'Amérique. Et comme je le disais, sa haine de la guerre peut se montrer de manière plus subtile et se joindre à d'autres de ses thématiques. Par exemple, au nationalisme stupide. Cela, on va le voir lors d'une scène très courte qui raconte bien plus de choses qu'elle ne laisse paraître. Assez tôt dans le manga, on voit un passage où des gens de Kobe fêtent le départ à la guerre d'un soldat de leur ville. Ce soldat s'appelle Nosaka Akiyuki. Sur le moment, on a l'impression que la scène est juste utilisée pour critiquer le patriotisme japonais du point de vue d'Isaac Camille, le père d'Adolphe Camille, mais en fait ça va plus loin. Nosaka Akiyuki n'est pas un nom choisi au hasard, c'est ainsi que se nomme un écrivain japonais de Kobe qui était adolescent durant le conflit. Cet écrivain est connu, entre autres, pour avoir fait un roman qui place son action durant cette période et qui porte le nom de La tombe des Lucioles. Œuvre que vous devez peut-être connaître parce qu'elle a été adaptée en film d'animation par Isao Takahata en 1988 sous le nom du Tombeau des Lucioles. Du coup, si vous avez vu le film, déjà je vais vous apprendre qu'il est basé pour beaucoup sur des choses qui sont vraiment arrivées à Nosaka Akiyuki. Lui aussi, comme le protagoniste, avait 14 ans à l'époque. Lui aussi avait une petite sœur et lui aussi a eu des difficultés à se nourrir durant cette période, pour les conséquences que vous imaginez. Cette scène pue alors le cynisme de Tezuka en créant un parallèle entre un soldat acclamé parce qu'il va commettre des meurtres sur le champ de bataille qui a pour nom le même que celui d'un auteur qui dénoncera avec l'une des rages les plus légitimes ce qu'est l'horreur de la guerre et ses conséquences. Ou plus simplement pour montrer que de ces deux personnages qui partagent le même nom, là où à l'époque on acclamait celui qui prenait les armes, aujourd'hui on retient celui qui est profondément anti-guerre. Et là je vous explique parce que Nosaka Akiyuki c'est un nom qui vous parle pas forcément, mais au Japon il est extrêmement connu. Donc ce sens a bien plus de chances de trouver écho chez les lecteurs japonais qui étaient la cible du manga. La Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences désastreuses pour le Japon, l'une d'entre elles étant l'occupation américaine. Oui, on y revient. Tezuka critique vivement les Américains dans ce manga, même s'il accepte qu'en effet les États-Unis ont pu être un lieu d'asile pour les Juifs de l'époque, il montre les personnages de cette origine comme étant particulièrement profiteurs et imbus d'eux-mêmes. Si t'es pas avec eux, t'es contre eux, et dans ce cas, ils s'autorisent absolument tout. Au passage, dans certaines de ces scènes, il critique aussi d'autres pays qui peuvent avoir ce genre de tendance, dont la France. D'ailleurs, j'ai dit plus tôt que le manga ne nous montrait jamais d'hommes politiques, pourtant Tezuka ne pourra pas s'empêcher de représenter Roosevelt, président alors, montré lui aussi comme étant froid, donnant des directives lourdes de conséquences comme si ce n'était rien, juste parce que ça lui créera des avantages. Les critiques contre l'oncle Sam sont d'autant plus appuyées que dans le manga, les personnages font bien plus confiance aux communistes qu'aux Américains. Même si Tezuka se montre assez critique avec eux et ne souhaite pas les défendre ni cautionner toutes leurs actions, il saluera les bonnes choses qu'ils ont tenté de faire et arrivera à une conclusion disant que quitte à choisir, il préfère leur faire confiance à eux qu'aux Américains. Au travers de ce manga, Tezuka garde un point de vue très critique en fonction de tous les sujets qu'il aborde. Pour lui, il agit comme un exutoire suite à tout ce qu'il a vécu. Mais paradoxalement, au travers de cette histoire qui va nous montrer le pire de l'être humain, je ressens tout l'humanisme de son auteur. Parce qu'au travers de celui-ci, j'ai l'impression que Tezuka nous montre juste que tout ce qu'il nous raconte n'a aucun sens, qu'à aucun moment ce qui ne se passe n'est justifié. Et pourtant, c'est un cercle vicieux duquel on ne pourra sûrement jamais sortir. À mon sens, la meilleure représentation de tout ça est encore une fois Adolphe Kaufmann. On va voir ce personnage devenir un monstre, une personne qui croit en une morale qui l'amène à haïr, torturer, pardonner l'horreur et continuer ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, au milieu des sentiments de haine que j'ai pu ressentir à son égard, je n'ai pu m'empêcher de ressentir de la pitié. Adolphe est le fruit de son époque. S'il était né plus tôt ou plus tard, dans d'autres circonstances, s'il avait eu d'autres parents, si son père lui-même ne s'était pas laissé embrigader, parce qu'on nous dit de lui qu'avant de rejoindre les nazis, il n'était pas comme ça, si les choses n'avaient été ne serait-ce qu'un peu différentes pour lui, tout cela ne serait jamais arrivé. Cependant, au milieu de ce message plein d'humanisme de Tezuka, on le sent défaitiste quant à ce que continuera d'être l'humanité. En témoigne la fin qui s'arrête en pleine période du conflit israélo-palestinien, pour montrer que malgré les années, l'homme n'apprendra jamais et continuera de s'autodétruire. L'histoire des trois Adolphes est un manga particulièrement dense, autant par les sujets qu'il traite, la manière dont il les traite, et la longueur et l'espace sur lesquels il les traite. On sent que c'est un manga qui a beaucoup de choses à dire, qu'il tenait absolument à Tezuka qui voulait aborder tous ces sujets. Le seul problème c'est qu'il a tellement à raconter qu'il est quelquefois assez confus. On a quelques scènes de Deus Ex Machina, des personnages qui popent à droite à gauche, et des situations qui se règlent de manière assez facile au vu du contexte. Tous les personnages ne trouvent pas leur conclusion, et certains ont leur développement qui s'en trouve incomplet, ce que Tezuka n'a jamais renié. Lui qui avait signé pour 4 tomes a dû passer sur pas mal de choses et n'a jamais dit que son manga était sans défaut. Il aurait voulu faire bien plus. De son aveu, l'une des envies qu'il avait avec ce manga et qui malheureusement ne s'est pas concrétisée, était de montrer plus de personnages féminins qui donnent leur point de vue sur les sujets qu'il traite. Pourtant, ce manga reste incroyable. Tezuka a bouclé une œuvre forte, témoin de sa génération,
et qui, encore aujourd'hui, arrive à faire écho sur cette période tout en restant terriblement d'actualité sur comment il l'aborde. Tout ça alors qu'il a été malade durant sa publication. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce manga, et pas uniquement sur ce qu'il est, mais aussi sur ce qu'il a apporté, le rôle qu'il a joué. L'histoire des trois Adolphes a été un choc quand je l'ai découvert. Un manga si dur à lire et pourtant que je ne pouvais pas lâcher sans être arrivé jusqu'au bout. C'est très clairement l'un des mangas qui a le plus marqué mon expérience de lecteur, et que je considère encore aujourd'hui comme étant l'un de mes mangas préférés. Depuis tout à l'heure, je me retiens d'utiliser ce terme parce que c'est trop facile quand on parle de Tezuka, et que j'en ai abusé d'entrée de vidéo. Mais au bout d'un moment, il faut poser des mots sur ce que sont les choses. L'histoire des trois Adolphes est un chef-d'œuvre, un manga certes imparfait, certes pas toujours historiquement vrai, mais qui peut atteindre quiconque, qui restera à jamais une œuvre incroyable, même dans des dizaines d'années. Une leçon d'écriture et de dessin duquel on peut encore apprendre aujourd'hui. Avant de le découvrir, les préjugés que j'avais sur Tezuka me donnaient l'impression que certes, il avait peut-être marqué son époque, mais qu'aujourd'hui, ces mangas n'avaient peut-être plus cette force qu'il pouvait avoir de son temps, du fait que depuis, le manga avait changé, avait évolué. Voir les designs d'Astro Boy me donnait l'impression que ces mangas n'étaient sûrement pas plus profonds que ça. Autant dire qu'on ne m'a jamais autant prouvé que j'avais tort. Tezuka était un grand auteur, non pas uniquement parce qu'il était un pionnier, mais parce que ses œuvres étaient brillantes, à un point qu'elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui. L'histoire des trois Adolphes est une très bonne preuve de cela. Et ce manga déjà incroyable le devient encore plus quand on s'intéresse à d'autres œuvres de Tezuka. Parce que oui, j'ai dit que je ne parlerais pas de ce manga dans l'œuvre de Tezuka, mais j'ai menti. Parce qu'en découvrant d'autres de ses mangas, on peut voir qu'ils ont de nombreux échos avec celui-ci qui permettent de bien mieux comprendre qui il était et ce qu'il disait. En effet, le mal-être que subissent Adolf Kaufmann et Hitler du fait qu'ils rejettent leurs origines dans ce manga peut très bien se rapprocher de Garay qui rejette son homosexualité dans Mou. L'amour qu'éprouve Adolf Kaufmann pour Elisa, bien qu'elle soit juive et lui nazie, peut de son côté se rapprocher de l'amour que ressent Asage pour Yudelika, bien que lui soit prince et elle esclave dans la vie de Bouddha. Le tout traité complètement différemment pour raconter autre chose. Quitte à voir comment Tezuka traite les choses différemment, montrer le bon du cosmopolitisme au travers d'un personnage qu'il a d'afficher directement sur le visage avec Blackjack. On peut retrouver toutes les thématiques. L'idée du monstre né à cause de racisme primaire et injustifié. C'est Alabaster. Les critiques contre les Américains, mais cette fois du point de vue de l'après-guerre, on les voit dans Ayako. Et même dans les premières séries Tezuka, on retrouve de ça. Des personnages qui se considèrent comme supérieurs à d'autres espèces et qui se croient légitimes de leur faire du mal, c'est ce que raconte ce que fait subir Lampion à Momijo dans Lost World. On peut continuer encore longtemps, et comme je vous l'ai dit, je suis loin d'avoir lu toutes les œuvres de Tezuka, donc il est possible que certains d'entre vous pensent à d'autres parallèles avec certains de ces mangas que je ne connais pas encore. Tout ça pour vous dire, lisez du Tezuka. Si vous n'avez toujours pas découvert l'œuvre de cet homme, allez-y. Commencez par l'histoire des trois Adolphes ou un autre s'il faut, essayez quand même de le lire malgré tout parce que ce manga est incroyable. Mais lisez du Tezuka. La plupart de ces mangas sont en plus disponibles sur le marché légal ou reviennent petit à petit. Profitez-en. Lisez du Tezuka, vous ne le regretterez pas. Et voilà, ce manga Sky qui a encore mis du temps à arriver est enfin terminé. J'ai voulu revenir à une analyse à l'ancienne, et bien qu'elle a été plus longue que ce que je pensais, enfin vu le sujet c'est normal, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vais tenter de poursuivre l'effort en essayant de vous en proposer d'autres le plus rapidement possible. Entre temps, tu peux t'abonner, laisser un j'aime ou un commentaire si tu as apprécié celui-ci. Par contre, je préviens, au vu du sujet de la vidéo, s'il y a quelconque commentaire blessant ou insultant, je bloquerai immédiatement la personne qui l'a posté. Parce qu'on est là pour parler de beaux mangas et pas cracher sa haine. Sinon, tu peux me soutenir sur mon Utip ou me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!